Deuxième partie, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Yann Benoît, qui est docteur en anthropologie sociale de l'Université de Paris 5 Sorbonne Cité, René Descartes, et qui est un élève de Richard Pottier, qui est lui-même un disciple très proche de Georges Condominas, de même que Jean Belfi, donc il y a un lien de parenté. Et moi-même, en fait, on est cousins. En fait. On est cousins, voilà. Et Yann Benoît est membre du laboratoire, alors je ne me rappelle plus le nom du l'IRSES. C'est marqué, tu l'as marqué? Non, ce n'est pas marqué. Qui est à Nice. Voilà. Et il est chargé de cours à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg. Alors, il est parisien, donc il vient pas souvent, pas tout le temps, donc on a la chance de l'avoir. Et vous devez repartir, chers collègues, assez vite. Donc je vous laisse la parole en vous remerciant de votre patience. Merci beaucoup et puis merci de votre invitation. Alors, effectivement, mes personnes, mes êtres d'exception sont beaucoup plus bas dans la stratification sociale que ce dont on vient d'entendre parler. Il se passerait même bien d'être des êtres d'exception, car leur caractère d'exceptionnalité n'attire pas l'admiration de leurs concitoyens, on va le voir. Bien au contraire, je vais m'attacher, comme je l'ai fait jusque-là, à montrer à quel point, à côté d'une forme de compassion et d'assistance à leur égard, existe surtout une forme de stigmatisation accompagnée de ségrégation, et je vais vous montrer d'une forme particulière aussi d'ethnocentrisme de classe. Donc il s'agit des sans-logis. Je ne vais pas vous parler de tous les sans-logis, je vais vous parler de ceux que je connais. Les sans-logis de Nanterre. Pourquoi Nanterre? Nanterre, parce qu'il y a un foyer, un des plus grands foyers d'hébergement d'urgence de région parisienne, enfin de France, qui est dans cette zone de la région parisienne, en périphérie de Paris donc. Il y a déjà eu une enquête célèbre qui avait été faite, qui s'appelait Les Naufragés, avec les clochards de Paris. Donc c'est un ouvrage assez célèbre parce qu'il est paru dans la collection de Mallory. Terre humaine, merci. Ouvrage sur lequel je m'oppose sur la plupart des lignes d'ailleurs, dont j'aurais à y revenir. Et c'est sur ce même terrain, sur le Chapsa, donc sur le foyer de Nanterre, que j'ai réalisé ma thèse que j'ai achevée en décembre 2008. Je base aujourd'hui mon intervention sur des données de cette époque. Alors j'ai eu conscience de l'ampleur du rejet dont faisaient l'objet les usagers de Nanterre peu de temps après mon enquête, donc j'en avais déjà conscience, mais l'ampleur que ça prenait m'a terriblement frappé parce que j'ai été convié par une association de quartier de jeunes qui a été mise en place par des éducateurs spécialisés, une association qui s'appelait Ziva, et qui m'invitait donc à parler du Chapsa de Nanterre devant les habitants du Petit Nanterre, donc du quartier où étaient hébergés les sans-abri. Alors j'intervenais après Hubert Reeves, alors après moi à l'époque j'étais très fier, et je me suis surtout dit j'y vais la fleur au fusil parce que je vais dans un quartier populaire, peuplé de personnes défavorisées, dans une pauvreté parfois dure, hein, sans être sans-abri. Et jusque-là, moi j'étais habitué à intervenir devant des universitaires ou des spécialistes de la santé, puisque je suis anthropologue de la santé. Et parfois, il y avait des oppositions assez fortes, certainement, principalement de la part des professionnels de la santé, parce que j'ai une approche qui s'oppose à la psychiatrisation du problème sans-abri. Et puis aussi parce que j'ai une analyse de la domination sociale. Donc je me souviens une des premières remarques quand j'étais très jeune qu'on m'avait fait, c'est: vous avez une démonstration anarchisante et libertaire. Et donc cette fois-ci, je me suis dit je vais en terrain ami, et je vais pouvoir non seulement parler de mon terrain d'un point de vue scientifique, mais je vais aussi pouvoir prendre un peu fait et cause pour les sans-abri, parce que je suis partisan d'une anthropologie pas seulement appliquée mais impliquée. Et donc, effectivement, je prenais fait et cause aussi pour leur situation. Et malheureusement, je ne suis pas du tout arrivé
en terrain ami comme je l'avais supposé. Les habitants du Petit Nanterre n'attendaient pas de moi un exposé sur le CHAPSA, n'attendaient pas de moi que j'explique à quel point il s'agissait d'une institution totale qui éprouvait une prise en charge non seulement coercitive mais aussi normative et qui visait plus à la gestion d'indésirables qu'autre chose, mais attendaient à ce que je leur explique comment ils allaient pouvoir se débarrasser du CHAPSA et de tous ces gens qui gênaient leur quotidien. Donc j'avais des tas de questions qui me faisaient, qui étaient de l'ordre de pourquoi est-ce qu'on met le CHAPSA ici? On n'est quand même pas une poubelle, on n'a pas besoin des déchets, maintenant on a de l'urine dans les trottoirs. Est-ce qu'on peut pas leur interdire de boire? Est-ce qu'on peut pas interdire aux commerçants de leur vendre de l'alcool? Toutes ces questions étaient de cet ordre-là et alors j'avais été vraiment très très surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait entre guillemets une solidarité de classe, si on peut le dire comme ça. Et s'il y avait bien une vision de classe de la part des habitants du Petit Nanterre, c'était pas de voir d'un côté une similarité dans l'oppression et une similarité de conditions sociales, mais c'était au contraire de se dire ces riches parisiens, ils nous envoient leurs déchets à nous les pauvres. Et donc du coup les SDF de Nanterre n'étaient pas classés dans la stratification sociale, mais étaient hors classe quelque part. On pourrait presque dire hors caste en poussant le lien. Je reviendrai là-dessus puisque j'ai appelé avec un peu de provocation, j'ai titré avec un peu de provocation l'intervention paria parmi les parias. Donc les pauvres, les SDF devenaient le poids dont se débarrassaient les riches sur les plus pauvres. Alors c'est en partie vrai. C'est en partie vrai. Il est certain que les centres d'hébergement se trouvent comme par hasard en périphérie, en tout cas loin des beaux quartiers. Ce CHAPSA de Nanterre est un ancien dépôt de mendicité, une prison pour SDF. C'est une survivance du grand renfermement. Et effectivement, c'est vrai que, comme par hasard, ça se trouve dans les quartiers pauvres. Mais il n'en demeurait pas moins que cette réaction était pour moi totalement inattendue parce que, vous verrez pourquoi, je n'ai pas pu rencontrer durant l'enquête les habitants du Petit Nanterre qui voient en réalité très peu les SDF puisque les SDF n'ont pas le droit de rester dans Nanterre dans la journée. Ils sont obligés de partir sur Paris. Donc j'ai achevé ce jour-là de comprendre que les sans-logis n'étaient pas considérés par beaucoup, j'irais jusqu'à dire par la plupart des gens, moins à niveau inconscient, comme des pauvres, mais comme constituant un groupe complètement à part, justement une catégorie exceptionnelle. Et plus encore, j'ai remarqué rapidement que les usagers du CHAPSA, les SDF de ce foyer-là, étaient dénigrés même par les autres SDF. C'est-à-dire que c'était vraiment la poubelle de la, pour le dire comme ça pouvait être dit, donc la poubelle de la cloche, puisque ce que disaient souvent les sans-abri, c'est, alors j'ai pas mis la photo du quartier de Nanterre, ce que disaient les autres sans-abri, c'est ah bah non, moi j'y vais pas, moi je suis SDF, le CHAPSA c'est pour les clochards. Donc ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Et d'ailleurs même ceux qui allaient au CHAPSA, parfois ils n'y allaient qu'en dernier recours, quand vraiment ils avaient besoin de prendre une douche qu'ils n'avaient pas trouvée, qu'ils avaient besoin de soins, et sinon se refusaient le plus possible à aller à Nanterre. Faut comprendre qu'il y a aussi un souvenir très fort, c'est qu'avant les années 90 et l'abrogation du délit de vagabondage, on ramassait les SDF de force dans la rue pour les conduire à ce même CHAPSA. Alors il y a une scène très belle dans le film Les Amants du Pont-Neuf, tout début des Amants du Pont-Neuf, où on les voit amener effectivement des SDF de force à Nanterre. Et pour les plus anciens sans-abri, il y avait encore cette image très vive qu'il racontait aux plus jeunes. Mais même une fois le CHAPSA un peu moins coercitif, ceux qui en faisaient l'expérience souvent n'y revenaient pas. Dernièrement, des migrants de Syrie qui ont été déplacés d'un foyer parisien ont été mis à Nanterre, ils n'y sont tous restés qu'une soirée.
ils ont tous quitté le foyer, tellement les conditions sont rudes, et en plus, une famille ne peut pas y résider. Donc je vais m'attacher à montrer ce qui désigne cette catégorie particulière, et comment cette catégorie à part, cette catégorie hors catégorie, va se constituer. Alors rapidement, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai été faire. Donc j'ai mené durant à peu près 4 ans une enquête en immersion, par observation participante, dans ce cache de Nanterre. Donc là, le cache, vous voyez l'entrée du cache, qui constituait en fait de 2 parties. Cache, ça veut dire centre. Hop. Donc ça, c'est l'entrée du CHAPSA. Je vais revenir sur les photos, je ne les ai pas mis forcément dans le bon ordre. Donc le cache, qui est le centre d'accueil et de soins hospitaliers, qui est composé de 2 structures. D'abord un hôpital classique, et de l'autre côté un pôle social. Donc cet hôpital classique, c'est l'hôpital Max Fourestier, qui accueille les habitants de Nanterre. Donc c'est quand même un hôpital qui accueille un bon pourcentage de personnes bénéficiaires de la CMU, donc de personnes déjà en situation sociale difficile. Et puis il y a un pôle social qui est constitué donc de ces 5 mêmes structures, qui est le CHAPSA. Donc le CHAPSA, c'est le centre d'hébergement et d'aide aux personnes sans abri. C'est un centre d'hébergement d'urgence. Donc un centre d'hébergement d'urgence, c'est à la nuitée. Je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe tout à l'heure. À la nuitée, ça veut dire qu'on va y dormir une nuit. On n'y va pas pour être hébergé une semaine, on n'y va pas pour être hébergé 1 an, on y va pour dormir une nuit et retourner à la rue le matin. Le CHRS, donc, qui est petit, je ne crois même pas qu'il existe encore, qui est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ça, c'est un dispositif qui existe de manière générale dans les dispositifs français, qui vous permet un accueil de 6 mois renouvelable en échange d'un projet de réinsertion. Donc il faut montrer qu'on va être capable de chercher du travail, d'arrêter de boire, parfois d'être propre, etc. Le CHRS LD, qui est un CHRS de longue durée, le seul en France, donc lui, on peut y rester techniquement, c'est 3 ans renouvelables. En pratique, il y a des gens qui vont passer le restant de leur jour, qui de toute façon ne sont pas très longs pour ces personnes. Le CADA, le centre d'aide aux demandeurs d'asile, où j'ai passé assez peu de temps, il fallait en plus des autorisations spécifiques que je n'ai pas eues. Et la maison de retraite, qui est en fait une maison de retraite pour sans-abri, techniquement. C'est-à-dire, les prestations, ils sont vraiment minimales. Et on y accueille des gens qui ont le minimum vieillesse, contre 80% de leurs revenus. Ils peuvent être hébergés ici. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler que de 2 structures. Je vais vous parler principalement du CHAPSA et puis aussi un peu du CHRS longue durée, puisque il y a au moins un exemple d'une personne qui était résident du CHRS longue durée. Donc comme je vous le dis, l'accueil au CHAPSA se fait à la nuitée. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y dormir 2 fois de suite. Ça veut dire que entre chaque nuit que vous passez... Tu veux parler ? Non, on levait le doigt, alors moi j'étais habitué. Entre chaque nuit où vous passez au CHAPSA, vous êtes obligé de retourner à Paris. C'est encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que si demain l'un de vous est sans abri, vous ne pouvez pas aller à la porte du CHAPSA en disant je voudrais dormir. Il faut que vous ayez ou porte de la Villette ou à la gare du Nord et que vous attendiez un car de la BAPSA, un car de police, la brigade d'assistance aux personnes sans abri, à des heures précises, qui va vous emmener au CHAPSA le soir, où on va vous confisquer vos affaires, on va vous laisser juste un minimum, surtout pas de bouteilles d'alcool, surtout pas de drogue, évidemment. Et puis, vous allez pouvoir y passer la nuit, mais à 9h du matin, il faut reprendre tous vos bagages, et il y a le même car qui vous ramène à Paris. Donc vous avez, dans la journée, le temps pour faire la manche, essayer d'avoir un peu d'argent, se nourrir, le temps entre guillemets, chercher du travail pour les sans-papiers, de régulariser la situation. Et si vous voulez dormir, hop, vous retournez à 18h porte de la Villette, ou même avant, il y a plusieurs cars,
que le car vous ramène au Chapsa. Donc ceux qui dorment les nuits vivent cette vie d'aller-retour incessant qui, bien sûr, ne les stabilise pas du tout. Voilà, je pense avoir à peu près dit ce qu'il fallait sur le Chapsa, sauf que évidemment ces contraintes posent des problèmes. La contrainte de l'interdiction d'alcool empêche évidemment tous les personnes alcoolodépendantes pas de venir parce qu'ils viennent, mais les plus alcoolodépendants de ne pas y aller. Il y a prescription, je peux vous confier que j'ai introduit de l'alcool au Chapsa pour que certaines personnes que je connaisse puissent accepter d'y dormir parce que sinon elles ne se levaient pas sans alcool. Et techniquement, l'état de manque les empêchait de se mettre debout. Et le problème des horaires aussi faisait que beaucoup des travailleurs, parce qu'il y avait des travailleurs au Chapsa, faut savoir qu'il y a presque 20% de sans-abri qui ont un emploi, ces travailleurs ne pouvaient pas forcément récupérer leurs affaires de travail à 9h pour retourner bosser. Alors le nombre de travailleurs était moins important au Chapsa que dans la population globale des SDF, beaucoup moins important, je pense qu'il était entre 5 et 10%. Le CHRS longue durée, donc je vous ai dit, on y va contre un projet de réinsertion qui peut être de travailler. Pour certains, l'exigence de réinsertion va être plus basse. Pour certains, c'est prendre une douche tous les jours et déjà un projet de réinsertion. On va prendre 20% des revenus de la personne. Effectivement, sur un RSA, il reste plus grand-chose, mais il y a l'hébergement et puis le couvert qui est donné. Et oui, j'ai oublié, au Chapsa, on dort dans des chambres de 4 à 8 personnes, ce qui est pas rien. Faut s'imaginer, quand on arrive, se dire je vais dormir avec 8 personnes que je connais pas, qui vivent à la rue, qui peuvent être potentiellement violents. Au CHRS, on a des chambres qui varient de 1 personne pour quelques rares chambres à 4 personnes. Mais là encore, je vous dis, on y reste longue durée, on peut y rester en journée. Donc moi, j'ai pu enquêter librement dans ces 2 structures. J'ai observé les interactions, surtout entre les soignants et les patients, mais aussi entre les travailleurs sociaux et les sans-abri. Et puis rapidement, je me suis surtout intéressé aux sans-abri, puisque du Chapsa, j'ai été aussi les accompagner dans la rue, Porte de la Villette, et aussi Gare du Nord, où j'ai partagé leur quotidien de journée jusqu'à tard le soir, donc de mendicité, etc. Mais alors, qui sont ces personnes que j'ai observées? C'est là qu'on va comprendre comment se crée la catégorie SDF. SDF ou... alors voilà, une image du Chapsa, ça c'est l'entrée du Chapsa. Donc on entre par le fond, vous ne le voyez pas, mais il y a des petites... je monte sur l'ordinateur, personne ne voit mon doigt, c'est idiot. il y a des... non, mais c'est pas grave. Il y a un petit guichet où vous donnez votre nom, vous prenez vos affaires, on vous donne un... Non, mais ça va, Pierre. Faudra acheter un laser. Voilà. Voilà. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. Je les ai pas mis... En fait, j'essaie d'aller plus vite, donc ça intervertit l'ordre de mes... Voilà, je voulais juste remettre un petit peu les vocables. Sans logis, cloche, indésirable, clochard, sans domicile... SDF, cheminot. Alors cheminot, c'est un terme plus ancien. Hein. Avec OT, c'est les gens de la SNCF. AU, c'est les vagabonds qui marchent. Vagabonds, justement. Personnes de la rue, charclos, sans-abri. C'était aussi les colporteurs, non? Alors, en tout cas, je ne sais pas si c'était le colporteur. Ça ressemble beaucoup, en tout cas, au hobo américain, quoi. Le type qui va dans un wagon chercher du... Et puis, ça avait été généralisé aux vagabonds, aux sans-logis en général. Alors je sais pas, vous connaissez peut-être d'autres termes. Plus récemment, il y avait zonard. Hein, quand ils sont jeunes, qu'ils ont un chien, c'est des punks à chiens maintenant aussi. Donc il y a tous ces termes qui la plupart du temps sont employés comme des synonymes. La question va être des synonymes de quoi? Justement, c'est assez dur de définir. Globalement, dans le langage courant et dans la bouche des gens qui les prennent en charge, ça va désigner de façon indifférente des personnes qui dorment dans la rue, qui dorment dans des logements de fortune, dans des habitats non prévus, bien sûr, et puis dans une des formes d'hébergement existantes. Les chercheurs en sciences humaines ont essayé de faire quelques distinctions.
Le terme le plus neutre, c'est sans doute le terme de sans-logis, c'est celui que je préfère employer. Ça définit de manière générale quelqu'un qui n'occupe pas de logement. Donc le logement, c'est un espace, c'est ce qu'on a tous. C'est un espace où les occupants ont un statut d'occupation avec garantie de maintien dans les lieux, qu'on soit propriétaire ou locataire. Donc pour moi, un sans-logis, c'est quelqu'un qui n'a pas de logement, pour beaucoup de sociologues aussi. Après, il y a des sociologues qui vont distinguer sans-abri et sans domicile. Alors le sans-abri, ce serait celui qui dort toujours dans la rue. Le sans-domicile, c'est celui qui dort dans un hébergement. Donc un espace où il y aurait aucun titre d'occupation et où les personnes hébergées n'ont pas le droit au maintien dans les lieux. Le CHAPSA, un centre d'hébergement d'urgence et un CHRS. Personnellement, je ne trouve pas du tout cette distinction pertinente, en tout cas au moins dans le cas des sans-abri, pour deux raisons. D'abord, les sans-abri que moi j'ai connus comme énormément de sans-abri sont un jour à dormir sur un trottoir, l'autre jour dans un hébergement, après 3 mois dans un hébergement, puis retourner sur le trottoir. Et puis parce que même hébergement en soi, ça veut rien dire, parce qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre le CHAPSA et par exemple ce qu'on appelle un appartement de coordination thérapeutique où des personnes atteintes de maladies peuvent être hébergées dans un appartement individuel ou les différents types de centres de CHRS qui peuvent être très différents. Donc c'est des distinctions qui sont des distinctions de l'INSEE au départ, et qui moi, me gênent un peu. Alors il y a quoi encore comme terme? On entend souvent parler de clochard, évidemment. Clochard, donc ça peut être un synonyme de SDF. C'est souvent utilisé aussi pour distinguer les sans-abri qui seraient encore plus en marche que les autres. Donc l'image qu'on a du sans-abri, voilà, le sans-abri couvert de manteau, avec ses sacs sales, qui ne travaille pas, très alcoolisé. Donc c'est souvent utilisé justement par les employés du CHAPSA pour distinguer entre les usagers. C'est utilisé aussi par les SDF pour se distinguer. Donc globalement, à part de rares cas, personne n'est clochard, c'est tout le temps les autres. Moi je suis un SDF, lui c'est un clochard. C'est pas tout à fait vrai, hein. Il y en a qui se revendiquent de la cloche. Il y a des scientifiques, des chercheurs en ethnologie, en sociologie, qui utilisent le mot clochard. Le premier, c'est Vexliard, qui avait écrit ce livre qui s'appelle Clochard, hein, qui fait de la psychologie sociale. Plus récemment, Gaborio aussi, Patrick Gaborio, a écrit un livre qui s'appelle Clochard, et plutôt en synonyme de SDF chez lui. Et puis Patrick Declercq qui a écrit ce livre avec les clochards de Paris, sur lequel j'aurais à revenir tout à l'heure. Alors moi je l'ai utilisé le terme clochard aussi pour distinguer les plus... eh ben je le referai plus. Je trouve que j'ai eu tort de le faire. Je le regrette beaucoup même que ça soit encore parce que c'est finalement participer à une catégorisation qui ne veut pas dire grand chose. Je ne sais pas à partir de quand on peut définir qu'une personne est clocharde et qu'elle ne l'est pas, même si en ce moment même le patron du CHAPSA, de l'antenne médicale de CHAPSA, veut créer une réelle typologie basée sur des facteurs physiques pour définir la clochardisation. Donc là, je trouve que justement, ça peut amener à un danger. Et puis le terme le plus utilisé par nous tous et par les employés du CHAPSA, ceux qui prennent en charge les médias, c'est bien sûr le terme de SDF. Alors lui, il a une histoire particulière. Je ne sais pas, peut-être les plus âgés parmi vous savent qui étaient les SDF au départ. C'était les forains, en fait, qui avaient une carte de SDF. Et sans domicile fixe. Ça signifiait réellement sans domicile fixe, quoi. Et donc ce n'est que dans les années 80 que ça a été commencé à être employé dans le sens qu'on a maintenant, avec une explosion dans les années 90 au moment de la création du SAMU social par Xavier Emmanuelli. Et donc maintenant on emploie largement SDF, tantôt pour parler de ceux qui vivent dans la rue, tantôt pour parler de ceux qui vivent en hébergement. Donc on a quand même des dénominations nombreuses qui ont du mal à se distinguer entre elles puisqu'elles se croisent, et puis surtout qui définissent une population
au contour très flou, parce que quand on connaît la rue, on sait surtout que la première chose qui la catégorise, c'est l'extraordinaire hétérogénéité de la population. Alors quoi de commun entre un sans-papier qui vient d'arriver de Syrie, un alcoolique qui est à la rue depuis 20 ans, un jeune punk à chien qui vient de quitter sa famille et un peu toxico, un travailleur pauvre isolé qui ne trouve pas de logement, un schizophrène qui a fui l'hôpital et sa famille. Et ben en réalité, il n'y a pas grand-chose de commun. Et pourtant, tous vont être étiquetés de la même façon par ceux qui les prennent en charge. Et on verra que non seulement ils vont être étiquetés de la même façon, mais ils vont être pris en charge de la même façon et considérés de la même façon. Alors, dans les faits, est-ce qu'on pourrait voir un point commun entre tous ces sans-abri, hormis le fait de ne pas avoir de logement? Les points communs les plus évidents pour moi, c'est l'origine sociale des sans-abri et leur isolement. Donc je tiens désolé si je brise une image romantique, mais le cadre qui devient SDF, comme dans ce film avec Junio et Boringer, Une époque formidable, bah ça, et Tiki Olgado. Alors le film est super, mais ça n'existe quasiment pas. On voit que, alors que 7% de la population globale est cadre, on n'a que 3% d'anciens cadres chez les sans-abri. Donc on a une population qui est très largement une population issue de milieux populaires. On voit que 67% sont originaires d'une famille d'ouvriers. 34% ont connu la pauvreté dans leur enfance. Et avant de perdre leur logement, donc là je l'ai mis par facilité, avant de perdre leur logement, c'est pour ceux qui n'ont plus de boulot, mais pour ceux qui en ont encore un, ça compte aussi. On a 41% de sans-logis qui étaient ouvriers, 33% qui étaient employés, et seulement 3% cadres. Et enfin, 46% des sans-logis n'ont aucun diplôme. La deuxième caractéristique importante des sans-logis, c'est d'être en situation d'isolement. Quand je parle de situation d'isolement, ce n'est pas seulement au moment d'être sans-abri, c'est-à-dire qu'on a au moins un quart des sans-abri qui sont des enfants de ce qu'on appelait la DAS avant, mais qui sont des gens qui ont été placés. Et en plus, si vous voulez, là je parle en population générale de sans-abri, il faudrait essayer de voir ce que c'est dans la population française, puisque la partie migrants casse un peu les statistiques du fait que c'est surtout leur situation de migrants qui leur pose problème au moment de l'arrivée dans la rue. Donc on a des gens qui sont issus de la pauvreté, comme les habitants de Nanterre, hein, qui, isolement mis à part, ressemblaient beaucoup aux habitants de Nanterre, et en fait qui se caractérisent, dont la pauvreté est une conséquence de la continuation de leur pauvreté, de la violence sociale qui s'abat sur les plus démunis, de la reproduction sociale aussi, on le voit, et puis de cet isolement, ça c'est très facile à comprendre. La plupart d'entre nous, si on se retrouve sans logement demain, on aura de la famille, et bien les sans-abri n'en ont pas, ou alors ont des liens très, très distanciés avec eux. Donc le point important, c'est de comprendre que être sans-abri, c'est subir la conjonction de deux choses. Donc bien sûr, avoir perdu un emploi, avoir perdu son logement, avoir un capital social très faible et un capital économique très faible. Donc ces dernières années, les choses ont peut-être un peu changé parce que le nombre de familles à la rue a énormément augmenté. Donc les chiffres là sont récents, mais ces 5 dernières années, il s'est quand même passé des choses. La population du Chapsa, elle est sans doute composée de personnes encore plus isolées que ce que je vous décris là, parce que déjà les familles sont interdites au Chapsa, les couples sont interdits au Chapsa, et puis on y accueille une population qu'on appelle là-bas à bas seuil, c'est-à-dire des gens qui ne réclament pas grand-chose, des personnes à bas seuil d'exigence, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Donc ça c'est un autre terme aussi que j'aurais pu donner pour SDF, personne à bas seuil. C'est joli, personne à bas seuil. Donc le cash, je vous l'ai dit, en plus est très déprécié dans le monde de la rue. Donc objectivement, c'est des gens qui n'espèrent plus grand-chose qui vont au cash.
Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces deux caractéristiques d'isolement et d'origine pauvre ne sont absolument pas prises en compte par les travailleurs sociaux et par les soignants que j'ai interrogés. Et au contraire, ils vont nous faire un tableau souvent des SDF qui tient de la légende urbaine, bien sûr, mais qui est radicalement différent. Mais vous savez, il gagne beaucoup plus que nous, rien qu'à la Manche, ils se font de l'argent. Et puis lui, il vient de belles familles. Alors si j'écoute les soignants, si vous saviez le nombre d'anciens universitaires qu'il y aurait dans la rue, je vous dis d'arrêter vos études tout de suite, parce que c'est inquiétant, mais d'anciens PDG, d'anciens universitaires, donc il y a un fantasme complet. Et il y a une négation complète des SDF en tant que personnes pauvres. Hein. On s'imagine souvent qu'ils sont là, ils l'ont choisi, ou alors très souvent j'ai vu c'est un prof qui a pété un câble. Ça c'est possible, remarquez. Parce que ouais, c'est possible. Hein. C'est un prof qui a pété un câble, etc. Et alors cette question de la, faut que je me presse, disons. Cette question. Ouais. Oui, non, mais c'est pour le train. Cette question de la pauvreté et de l'isolement est peu pris en compte. C'est-à-dire qu'il y a des catégories qui sont créées, on retire la substance de ces catégories, mais par contre, on va la remplacer par autre chose. Alors, par contre, on va la remplacer par l'idée, d'abord, que les sans-abri seraient des fous de l'exclusion. Hein, ça, c'est le terme de Patrick de Clercq, donc l'ouvrage de Patrick de Clercq. Cette idée, c'est que si on est dans la rue, c'est avant tout parce que on souffre de psychose. Et si on refuse le soin, c'est parce qu'on souffre de psychose ou d'autres maladies. Et puis si on refuse l'hébergement, même c'est parce qu'on souffre de psychose. Quand je suis arrivé au CHAPSA, j'ai 2 petites anecdotes rapides à vous raconter. La première, c'est mon premier jour au CHAPSA en tant qu'ethnologue. Je prends mon carnet, je m'assois dans un coin et puis j'attends que ça se passe. Et puis il y a un infirmier qui vient me voir qui me fait « Bonjour monsieur, vous êtes inscrit ?» Je fais « Non, mais je suis ethnologue. » « Mais oui monsieur, vous êtes ethnologue. Mais il faut poser vos affaires à l'entrée. » Et donc je me suis vu finir avec une camisole de force. J'ai eu très 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 peur. Et finalement le type a fini par me croire parce que le médecin lui a dit « Si, il est ethnologue. » Et donc il y avait déjà cette image de folie. Et puis la deuxième histoire, je viens de l'oublier. C'est grave, hein. Ouais. Je bois un coup. Ça va pas revenir. Écoutez, je crois. En fait, je suis pas ethnologue. On l'a laissé sortir. On m'a laissé sortir. Voilà. Bon bah tant pis. Donc cette histoire, on m'a pris pour un fou. C'est quelque chose qui revient très très souvent que les sans-abri, donc les sans-abri. Voilà, la deuxième histoire je l'ai. C'est super. Je vais donc prendre contact avec un psychiatre du CHRS pour lui dire voilà, je suis anthropologue, je voudrais faire une enquête sur les sans-abri. Il me dit mais pourquoi ? Parce que ça me paraît intéressant de comprendre leur mode de vie, et puis c'est un thème comme un autre pour l'anthropologie. Elle me dit non, je vois pas ce qu'un anthropologue peut dire. Moi je vais vous résumer, il y a 40% de psychotiques, il y a 40% qui ont une débilité infantile, et le reste a la maladie de Korsakoff. Voilà. Donc qu'est-ce que vient faire un ethnologue ici ? Ils sont tous fous. Il faut savoir que tout ça, ça vient pas que de rien, ça vient des penseurs aussi de la prise en charge sociale, dont Xavier Emmanuelli, et ce Patrick de Clercq, qui lui a été très loin dans la conceptualisation, développant l'idée qu'il y aurait une psychose, qui serait le syndrome de désocialisation, qui serait propre aux sans-abri. Il va même jusqu'à trouver l'origine, qui serait au stade anal, et qui ferait que les sans-abri souffriraient d'une forclusion anale, qui non seulement les empêcherait de comprendre l'intérieur de l'extérieur, mais leur ferait se faire dessus et être aussi sales. Donc il explique absolument tous les points de vue de tous les problèmes des sans-abri par cette histoire de forclusion anale. C'est très très réducteur, et mes observations ne vérifient absolument pas le taux de psychose. Je vais vous donner
exemple d'une personne qui nous montre comment, dans le contexte de la rue et dans le contexte de l'institution, effectivement, des comportements rationnels peuvent être interprétés sur le mode de la folie. Donc c'est l'histoire d'un personnage que j'avais appelé Jacques, qui lui était au CHRS longue durée depuis 5 ans, et qui bénéficiait d'un dispositif qu'on appelait le SIAD, donc avec beaucoup de cynisme, ça veut dire soins infirmiers à domicile, quelque chose comme ça. Donc à domicile, pour des sans-domicile, il y avait quelque chose de cynique là-dedans, mais on venait dans sa chambre d'hébergement, et cette personne a un médecin qui faisait des dépistages du cancer, qui se dépassait auprès des gens, un médecin très bien, avait découvert qu'il avait un cancer de la bouche, donc, je ne sais plus la langue ou la bouche, du plancher buccal, voilà. Et donc on lui prescrit des antidépresseurs et des séances de radiothérapie. Donc il me dit, je ne sais pas pourquoi on me donne des antidépresseurs, mais bon, il me dit j'en ai déjà, donc il me montre ses bouteilles de pinard. Et puis il me dit surtout, bon, bah, je vais me soigner. Mais rapidement, on se rend compte qu'il ne va pas à ces séances de radiothérapie. Jamais. Enfin, il y va, il y part. Les infirmiers et les médecins sont tous certains dans les staffs. Il a une maladie psychiatrique, donc il ne comprend pas qu'il a le cancer. Il est dans le déni. Et puis même s'il arrive à le comprendre, il ne comprend pas ce que c'est qu'une radiothérapie. Donc il ne veut pas. Un médecin qui finit par me dire, de toute façon, il a 2 neurones, dont un qui est noyé par l'alcool. Donc ça devient parfois très agressif, parce qu'on dit, il ne comprend pas, donc en plus, il va nous coûter cher, parce qu'on va le soigner quand ce sera très développé. Et ça va loin, parce qu'un jour, il accepte quand même d'aller dans la chambre. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, clac, on ferme la clé de sa chambre pour pas qu'il puisse s'évader, qu'il puisse... dans la chambre d'hôpital, pas la chambre du CHRS. Manque de peau pour eux, elle était au rez-de-chaussée, donc vous imaginez bien que le Jacques n'est pas resté très longtemps. Alors, ses arguments à Jacques, c'était quoi ? C'était, bah oui, mais à chaque fois que vous m'avez proposé une radiothérapie, c'était le week-end. Et le week-end, c'est là que je retrouve mes potes du chantier d'à côté et qu'on va boire des bières en regardant les retransmissions de matchs de foot. Et pour tous les soignants du CHAPSA, c'était une preuve de plus de la folie de Jacques. Comment est-ce qu'on peut risquer sa vie pour un match de foot à la télé et pour quelques bières ? C'est vraiment la preuve qu'il ne comprend pas sa maladie. Puis moi, je rencontre le travailleur social de Jacques, qui n'était absolument pas au courant du comportement de Jacques, et qui va le voir, et qui me rapporte la discussion qu'il a eue avec Jacques. Et Jacques lui dit, oui, je sais très bien que j'ai un cancer et que je vais mourir, si je ne me soigne pas. Seulement, je suis là au CHRS, j'ai plus de famille, je suis un clochard, j'ai pas grand-chose à espérer. Donc, si vous me faisiez faire mes radiothérapies dans la semaine, pas de problème, j'irai me soigner pour survivre. Seulement là, je suis pas prêt à perdre les derniers plaisirs de ma vie pour vivre plus longtemps dans ce contexte-là. Donc, si on considère qu'un acte est rationnel à partir du moment où son auteur suit un comportement compatible avec les buts qu'il s'est fixés, le comportement était entièrement rationnel. Seulement dans le contexte de l'hôpital où un patient doit tout faire pour pouvoir se soigner, on était incapable de comprendre la rationalité du comportement de Jacques. D'ailleurs, les problèmes n'ont pas diminué, ont même au contraire augmenté, notamment avec cette scène où on l'a enfermé dans sa chambre parce que Jacques l'a vécu comme une infantilisation terrible et ça l'a dégoûté encore plus du personnel soignant. Il est mort rapidement. Donc on voit qu'il y a une transformation de la définition de SDF à partir d'une grille de lecture qui n'est pas que la grille de lecture médicale, parce que je me dis c'est peut-être le milieu médical, mais non, qui le dépasse, puisque le milieu social le fait le même, et là, on a un auteur aussi qui relaie, même si depuis, par d'autres chercheurs en sciences humaines, je l'ai fait, mais aussi Julien Damon, aussi Emmanuel Soutrenon, ont battu en brèche complètement cette théorie de la folie des sans-abri. Eh bien, ça garde encore une importance dans leur prise en charge parce que c'est les textes de Clercq, de Emmanueli, et aussi, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus profond dans les représentations sociales qui joue. Là, très rapidement, je vais... voilà, donc c'est dommage parce que je vais être obligé de résumer et de couper un peu le fil de mon argumentation. Mais on va, si tu veux,
j'interromps juste, Oh. puisque là c'est de notre faute, de ta faute, D'accord. mais c'est bon, comme tu es quand même, tu vas revenir Oui, je reviendrai. facilement que Jean, on va réorganiser si D'accord. tu veux bien, une séance pleine et entière, parce que le sujet me semble tout à fait passionnant. Là. D'accord. Il faut approfondir. Donc, De toute façon, j'ai encore un petit peu de temps, mais ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, ce dont je me suis aperçu rapidement, c'est que les représentations des soignants à l'égard des SDF, qui étaient donc la folie, l'immaturité, puisqu'on les infantilise, et puis la sauvagerie. Souvent, on me disait souvent, celui-là, il a même plus visage humain. Alors, c'est devenu un animal, où on racontait l'histoire que j'ai jamais pu vérifier, hein, d'un tel SDF qui avait été retrouvé dans la forêt à manger des feuilles avec ses excréments sur le corps. Et donc ces trois images, la folie, la sauvagerie et l'immaturité, ce sont les trois grandes images de l'altérité finalement, les trois grandes figures de l'altérité. Et c'est ce qui m'a amené à prendre conscience que le regard porté sur les sans-abri relevait d'une forme particulière d'ethnocentrisme, un ethnocentrisme de classe, hein, qui permet finalement aussi de se dire, ils sont tellement différents que moi je pourrais jamais devenir SDF, mais qui a sans doute une forme tout à fait particulière. Alors, je veux dire aussi que je ne veux pas trop charger les soignants. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont un regard malveillant, hein, sur les sans-abri. On peut très bien imaginer, et c'est le cas, qu'il y ait aussi un ethnocentrisme réversible. Il y a le mythe du bon sauvage, hein, vous savez, le clochard comme dans le film de Jean Gabin, qui est un peu philosophe, Archimède le clochard, qui a choisi sa vie, qui est finalement un doux anarchiste. C'est aussi... Boudu sauver des eaux, c'est exactement pareil, oui. Donc toutes ces représentations sont très présentes dans la tête des gens. Et donc j'ai voulu voir rapidement, enfin c'est pas rapide, disons que ça c'est sur des années parce que on fait les rapprochements après, mais une forme particulière prenait cet ethnocentrisme, tournait autour de l'hygiène. C'est-à-dire que il y avait une façon de mesurer la capacité de se réinsérer d'un sans-abri en fonction de son état d'hygiène, les plus sales étant les clochards. Mais ce qui était marquant, c'est que malgré cette classification, ce dont je me suis aperçu, c'est que pour les soignants, peu ou prou, tous les sans-abri étaient sales. Or, certains sans-abri du Chapsa prenaient une douche avant de partir, une douche en arrivant le soir. J'en ai connu qui... avaient une bouteille de désinfectant dont ils se frottaient tellement ils avaient peur de la saleté. Alors on leur interdisait à l'entrée parce que c'est de l'alcool, etc. Mais certains... alors évidemment, vous voyez des gens dans un état parfois sidérant, mais c'est une minorité. Et toute une partie des sans-abri ont une hygiène parfois... comme de chacun, je veux dire, il y a des soignants qui me paraissaient beaucoup moins nets que certains sans-abri. En revanche, dans l'esprit des soignants, peu ou prou, un clochard était sale. Non seulement il était sale, mais cette saleté, c'était la preuve de sa folie. Et puis c'était aussi la preuve de son incapacité à pouvoir se réinsérer. Et puis en plus, il fallait faire attention parce que c'était une saleté qui était contagieuse. Alors qu'est-ce qui était contagieux ? Les poux, la gale ? Jamais un soignant n'a attrapé la gale. Hein. Moi, j'avais une clocharde, sans doute la plus sale de tout le Chapsa, qui m'adorait, me faisait des câlins dès qu'elle me voyait. J'ai jamais, à part des galbes psychosomatiques à peu près tous les soirs de mon enquête, j'ai jamais rien attrapé. Et donc il y avait cette violence sur le corps des sans-abri qui serait contagieux. Et j'ai pas rapidement, c'est pas vrai, pas du tout rapidement, j'ai lentement fait le lien avec la notion de pureté décrite par Mary Douglas. C'est-à-dire que au moins à un niveau inconscient, l'état des clochards était un état d'impureté. Puisque le fait de prendre des douches ne les soignait pas, on avait exactement le discours sur l'impureté. Alors, qu'est-ce que ça implique ? Moi, je nie pas que l'hygiène soit importante, mais
ce qui me montre qu'on n'est plus dans la rationalité scientifique, que même le discours hygiéniste médical ici appuyait un symbolisme, un autre symbolisme, c'est qu'il prenait un caractère complètement excessif et puis qu'il liait l'hygiène à la réinstabilité. En fait, cette impureté était, encore une fois, au moins inconsciemment, quasiment projetée comme quelque chose d'ontologique chez SDF. C'était une impureté qui était liée à leur statut. Donc, tant qu'ils étaient SDF, eh ben, ils allaient être impurs. Donc, tant qu'ils allaient être impurs, ils allaient être sales. Et pire que ça, si on reprend la dichotomie entre l'impureté temporaire et l'impureté permanente de Dumont, on était dans une impureté permanente, parce que même les sans-abri qui vivaient de façon permanente au CHRS longue durée, et même les anciens sans-abri étaient considérés encore comme sales et avaient les mêmes manœuvres, il y avait les mêmes manœuvres d'évitement à leur égard. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait cette idée d'impureté, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la classification. C'est pas pour rien que je parlais tout à l'heure de non-catégorie ou de catégorie hors catégorie. Alors c'est bien, on a tous lu Lévi-Strauss, qu'on construit des catégories pour penser... Si, vous avez tous lu Lévi-Strauss, rigolez pas. J'espère. On construit tous des catégories pour comprendre le monde, pour donner un ordre à ce qui n'est que chaos. Et Mary Douglas poursuivait cette analyse en disant que certains éléments ne trouvaient pas de place dans nos classifications et que c'était ces éléments qui étaient considérés comme impurs. Donc elle prend l'exemple du porc, hein, qui est à la fois l'ongle fendu et qui n'est pas ruminant. Donc ça échappe à l'ordre du monde. Si vous avez l'ongle fendu, vous devez être ruminant, sinon vous êtes hors catégorie. Et c'est tout ce qui se trouve hors catégorie qui constitue une anomalie taxonomique qui va être considérée comme impure, et donc on ne va pas y toucher. Alors, mon hypothèse est que ces catégorisations, qui fonctionnent la plupart du temps sur les animaux non humains et sur les plantes, va fonctionner aussi sur les êtres humains. Sur les langues aussi, hein, ça marche. Sur les langues aussi. Oui, les familles linguistiques, c'est ça, c'est un fatras, c'est un divers. D'accord. Foutraque. Foutraque. Alors moi j'avais eu un petit déclic en lisant L'arc et le panier de Clastres, où en fait on a deux hommes qui refusent de chasser, et il y en a un qui est respecté, l'autre qui est complètement dénigré. Celui qui est respecté, c'est celui qui, à la place de chasser, va faire la cueillette avec les femmes, le fait bien, et en plus qui assume complètement une homosexualité refoulée, pas refoulée du tout justement, et d'avoir des activités de femmes. L'autre qui est dénigré, c'est celui qui continue à ne pas chasser, qui va un peu cueillir parce qu'il ne peut pas faire autre chose, mais qui veut rester un mec, qui ne veut pas être homosexuel. Et qui se trouve donc hors catégorie. Et donc il est probable que les classifications vont fonctionner comme ça chez les hommes, et qu'un homme qui va se retrouver hors catégorie va être aussi considéré comme une personne impure. Alors les classifications, elles se font souvent sur le mode binaire d'opposition, et en Occident, on a une série de classifications qui peut se faire. C'est celui qui va, en milieu urbain, opposer l'intérieur, l'extérieur, le visible contre l'intime, la sphère privée contre la sphère publique, le corps protégé contre le corps exposé. Et un être humain, c'est celui qui peut cacher son intimité dans le domaine privé, le sommeil, la toilette, la satisfaction des besoins, les rapports sexuels. Il maîtrise son rapport à l'intériorité et à l'extériorité. Au contraire, un non-humain, il expose sa vie privée, il ne va pas socialiser son corps par le vêtement, il ne va pas le protéger de la pluie. Et justement, donc il y a une séparation nature-culture, c'est ça, hein, on a d'un côté la nature et de l'autre côté la culture. Et bien les sans-abri, justement, eux, ce sont des gens qui, par définition, ne peuvent pas maîtriser cette intériorité, cette extériorité, ce rapport à l'intimité. Et donc, ce sont, au moins inconsciemment, des gens qui peuvent être rejetés hors culture. Et en même temps, ce sont quand même des gens avec qui on interagit, avec qui on parle, et qu'on ne peut pas non plus totalement rejeter dans la nature.
Donc ce sont des gens qui, s'ils maîtrisent le langage en plus, ça c'est embêtant, on ne peut pas en faire des animaux. Et donc ce sont des gens qui sont à la fois extérieurs à la nature et à la culture et qui ne vont pas trouver de place dans nos classifications. Et les SDF vont constituer comme ça une anomalie taxonomique qui ne va pas rentrer dans nos manières dominantes de penser le monde. Ils sont trop différents entre eux pour constituer un groupe qui fasse sens. Donc le seul classement dont ils vont faire l'objet, c'est une catégorie qui finalement va être une catégorie imparfaite. C'est pour ça que je parlais de non-catégorie. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'on a du mal à s'entendre sur une définition... comment ? Aidez-moi. On est tous d'accord ? Consensuel. Merci, consensuel. Alors c'est pour ça que j'ai donné aussi ce titre Paria parmi les parias, parce qu'évidemment ça m'a fait penser, alors comparaison pas similitude, hein, point commun et pas décalque, à l'intouchabilité. Alors évidemment c'est différent, hein, on n'est pas dans une société de caste, les SDF ne se reproduisent pas entre eux, et puis il n'y a pas de conception religieuse autour de ça. Il n'empêche que ce sont des gens, comme j'ai dit, qui sont dans une impureté, considérés dans une impureté pas temporaire, mais permanente, qui sont marqués par cette forme d'impureté, de saleté, et qui constituent un groupe isolé des autres groupes, hein, un groupe qui est isolé également du groupe des pauvres. Ce qui explique aussi... Parce que je vais donc aller vite maintenant. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ces représentations ne se limitent pas à mes soignants et qu'elles sont largement partagées. On a vu tout à l'heure les aménagements anti-mendicité, hein, la façon dont on cherche à préserver la pureté de l'espace public. Donc là, vous voyez, c'est impossible de s'allonger pour dormir ou de poser ses fesses. Alors nous, on l'a constaté, hein, avec les gars, quand on faisait la manche, et bien, quelques mois après, on ne pouvait plus s'asseoir là où on avait commencé à avoir un bon spot de manche. Donc la prise en charge globale des SDF aussi vise à une forme d'éviction, hein. Les centres d'hébergement sont en dehors des beaux quartiers, en dehors des villes, et les passants eux-mêmes, quand on faisait la manche, avaient des tas de manœuvres d'évitement. Même ceux qui étaient gentils, je veux dire... on m'a jamais donné la pièce direct en me touchant la main, quoi. C'est rarissime qu'un ADF avec domicile fixe nous serrait la main. Parfois même on se sert de son enfant. Tiens, tu vas lui donner une pièce, ça va être plus simple. Ça c'est très bien décrit par Patrick Gaborio. Et puis il y a tous ces dénominations. Sachez quand même que la RATP, la SNCF, dans les documents internes, appellent les sans-abri les indésirables. Hein, ils ne doivent pas être dans l'espace public. Je pense que c'est partagé à tel point que les gens de Nanterre aussi ne pouvaient pas considérer les sans-abri comme leurs semblables. Donc ne pouvaient pas les considérer comme partageant la même souffrance de pauvreté, la même souffrance de classe, et les avaient eux-mêmes projetés dans une forme d'altérité radicale qui, d'une certaine manière, empêchait de se sentir solidaire avec eux. Alors, encore une fois, je vais un peu vite, hein. J'aurais voulu parler d'autre chose. Il y a un article de Daniel Terol qui était très intéressant, où il montrait la façon dont les sans-abri devaient se contenter de nos déchets, souvent, déchets alimentaires, les déchets de nos vêtements. Et il disait, peut-être sont-ils contaminés par nos déchets à la manière dont Mary Douglas explique qu'on était... Je pense moi l'inverse. Je pense que c'est leur statut qui fait d'eux des êtres considérés comme impurs, et qu'en tant que tels, ils doivent se contenter peut-être de ceux qui leur ressemblent. Alors, je suis désolé, je vais terminer ici, donc la fin est un peu brouillonne. En tout cas, je voulais finir en disant que les sans-abri, à mon avis, ne demandent qu'une chose, c'est qu'on ne parle pas d'eux
ici un jour, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus des êtres d'exception et demandent justement que la normalité, ce qu'ils sont. Je vous remercie. Alors, non seulement on vous remercie, chers collègues, beaucoup, parce que c'est passionnant. Moi, je connais le sujet parce que je connais vos travaux, mais là, ce que vous abordez et ce qu'il y a derrière, alors ça mérite une autre séance, on l'organisera. Hein, c'est intéressant. Hein. Alors, juste 2 remarques rapides, après je passe la parole aux questions. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie quand j'étais jeune. J'ai fait une expérience d'ethno, la première en psychiatrie en France. Et donc, moi, c'était sans la blouse blanche, ils m'ont chopé, quoi. Ah oui. J'étais aide-soignant, mais ils m'ont chopé. Puis après, ils m'ont dit, vous l'avez volé, la blouse blanche? Non. Voilà. Et donc, voilà, première chose, c'est la prochaine fois, tu pourrais peut-être lier ça avec la psychiatrie, parce qu'il y a beaucoup de choses sûrement à voir. Parce que je dirais même que certaines des remarques que je voyais sur la psychiatrisation, sur il fait ça parce qu'il est fou, pouvaient s'appliquer à des gens qui étaient véritablement schizophrènes. C'est-à-dire des gens qui étaient qui avaient vraiment une pathologie mentale, avaient la plupart du temps des comportements rationnels, oui. Mais même ces comportements rationnels étaient analysés à l'aune de leur maladie mentale, ce qui n'était pas le cas. La deuxième remarque auquel tu pourras répondre, c'est une question en fait éventuellement dans une hulle intérieurement, parce que c'est compliqué très probablement. Ça tient à la dernière partie de ton exposé. Le rapport à la criminalité. Quand tu parlais de la méfiance envers les indésirables, comme les nomment les gens de la SNCF, ça fait penser ce que tu as dit au début de ton exposé sur les appellations dont les voleurs de poules, les nomades, quoi. Et donc, quel rapport il y a, peut-être pas dans la réalité, mais dans la perception et dans l'appréhension de l'autre par rapport à la criminalité. Alors là, ou au risque de criminalité. Là, c'est très variable. Ça mériterait une conférence entière, justement. On la fera. Voilà. Il y a eu des moments de mon enquête où, alors pas au point de vue micro, mais au point de vue des médias, avait été relayée cette idée de la criminalité des sans-abri, justement. Et de la folie en même temps. Et je me souviens d'un cas d'un schizophrène qui était à la rue et qui avait balancé un type sous le métro. Donc j'avais été contacté par France 3 qui m'ont dit « Bonjour, on voudrait faire une enquête sur la violence dans la rue. Est-ce que vous l'avez observé ?» Et moi j'ai dit écoutez, j'ai observé un petit peu, tout petit peu, mais moi j'ai surtout observé la violence institutionnelle sur les sans-abri. Il me fait « Ah, c'est bien, c'est intéressant. » Enfin, des fois ils se bagarrent quand même, non ? Et finalement, j'ai refusé l'interview parce qu'il y avait cette envie de... Donc ça fait partie d'une des représentations, dire qu'elle est majoritaire, en tout cas pas dans le milieu de la prise en charge. Enfin, on pourra y revenir. Les questions. Monsieur, au fond, et ensuite... Oui, bonjour, donc Charles Gravouille en master de anthropologie. En fait, que j'ai à peu près compris de l'exposé, c'est qu'il y a un déni de la part non seulement des pouvoirs politiques, je pense de Nanterre, même de Paris, si on va par extension. Et en fait, est-ce qu'ils cherchent à fuir le fait qu'il n'ait pas envie de montrer que voilà, il y a des SDF et que c'est un peu à cause de nous, et du coup que c'est transformé par la folie alors qu'ils ne sont pas fous. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça dans l'idée ? Je suis pas sûr d'avoir exactement compris votre question. Vous voulez savoir si l'idée de les taxer de fous, c'est pour se dédouaner de... Oui, exactement. Alors, ça a cet effet, disons. En tout cas, ça permet de le faire. Dire que c'en est l'origine et que c'est volontairement fait, je serais beaucoup plus prudent là-dessus. Je pense qu'il y a des représentations qui renvoient les SDF dans la folie. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on invente ces représentations pour se dédouaner d'autre chose. Par contre, ça permet de le faire, c'est certain. Ok, merci. Bonjour, Étienne Claus, étudiant en licence 3 ethnologie. Alors, j'ai une question concernant du coup les CAPSA. CHAPSA, ouais. Pardon, CHAPSA. Votre présentation m'a fait penser énormément au livre de Erving Goffman, Asile. Est-ce qu'on retrouve des mécanismes et dynamiques similaires ? Oui, totalement. Il y a même des descriptions qui peuvent coller de l'une à l'autre. Je me souviens par exemple que
Il y a une description que j'ai faite qui est exactement la même chez Goffman et qui était la même aussi chez Václavic dans l'invention de la réalité. C'est-à-dire que les sans-abri de Nanterre qui avaient le droit de rester pour des raisons médicales se retrouvaient devant la cantine à 11h du matin. Et puis alors ça également, c'était interprété comme un problème de maladie mentale. Ils n'ont aucun rapport dans le temps. Sauf qu'en réalité, c'était le seul endroit où ils pouvaient se retrouver et fumer. La consommation de tabac était interdite partout ailleurs. Donc la seule raison pourquoi ils venaient là, c'était pour fumer une clope en buvant un café et parler avec leurs potes. Mais effectivement, c'est l'institution totale en elle-même créait l'image, renforçait l'image qu'on pouvait leur donner. Et puis toutes les descriptions, enfin moi je décris le CHAPSA comme une institution totale, ça cadre exactement avec les descriptions qui sont faites dans Asile. Voilà. J'aurais une seconde Allez-y. J'aurais une seconde question concernant l'origine de la représentation des SDF auprès des soignants, parce qu'en fait, je me posais cette question lorsque vous parliez des soignants qui vous parlaient d'un SDF retrouvé dans les bois se roulant dans ses excréments. En fait, ça me fait penser à une bande dessinée qui s'appelait Blast. Ouais. Et en fait, je me suis posé la question de... C'est plus récent, Blast. Hein. Oui, mais... Je sais pas. Alors j'ai pas retracé du tout l'origine du fait qu'ils en aient retrouvé un. Eux étaient persuadés que c'était vrai, hein, donc après, je sais pas. Je parlais de l'origine de la représentation, oui. en fait, qu'ont les soignants des SDF. Sur cette question de la sauvagerie, vous voulez dire, ou de manière générale? De manière générale. Je pense que c'est... Enfin, j'ai essayé de montrer tous les mécanismes de classification, de transmission de... Enfin, il y a la transmission de ces représentations. Je pense que là aussi, ça mériterait d'être approfondi un peu plus lentement, répondre en 2 secondes. Oui. La prochaine fois, on pourra... Voilà. Je pourrais rebondir là-dessus. Mademoiselle. Oui, bonjour, Elena Landman, étudiante en L3 d'ethnologie aussi. Moi, je voulais juste vous demander si les représentations que vous avez mises en avant, donc notamment impureté, pureté, est-ce que dans le cas des femmes sans abri, sans logis, on note peut-être une différence dans ces représentations? Est-ce qu'elles sont plus fortes? Est-ce qu'elles sont moins fortes? Je sais pas. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Alors, il y avait assez peu de femmes au CHAPSA, mais les femmes qui arrivaient au CHAPSA étaient des femmes qui n'étaient pas forcément représentatives de la population SDF par rapport à la rudeté du CHAPSA et aux aides en place. Il y a un auteur, Carole Amistani, qui a vraiment fait des études sur les questions de genre à la rue et qui avait décrit 2 comportements vis-à-vis de l'hygiène, 2 comportements inverses, que moi j'ai pas pu observer, mais encore une fois je remets pas en cause Carole Amistani, moi il y avait beaucoup moins de femmes. La première étant de faire des efforts surhumains pour se maintenir propre, pour rester féminine, parce que la clochardisation, l'alcool a tendance à uniformiser les effets. Et puis il y avait l'effet inverse, d'essayer d'être le plus dégueulasse possible, pour une raison que vous imaginez, c'est que absolument toutes les femmes de la rue se font violer un jour, et avait cette tendance à essayer de ressembler le plus possible à un homme et à être le plus repoussant possible. Moi, je ne l'ai pas observé. Alors, est-ce que je n'ai pas observé ça n'existe pas au CHAPSA? Moi, j'ai observé une tendance à peu près la même des hommes comme des femmes, de tant que faire se peut, essayer de maintenir un état d'hygiène, tant que le moral laisse pas... Mais juste au niveau de la représentation des soignants, est-ce qu'il y avait une différence? Ah, sur la représentation des soignants, je pense qu'il y a un mépris plus fort pour les femmes quand elles paraissent sales. Ouais. D'accord. Ouais. Il y a 2 questions rapides. Ah, c'est pas une question? C'est pas une question, c'est juste un petit parallèle que j'ai envie de faire parce que j'ai été en stage dans un centre de détention en tant que psychologue stagiaire et on était face à ce même genre de représentation des personnes qui travaillaient au sein de l'institution vis-à-vis des détenus qui gagnaient plus qu'eux. Madame, et on arrête. Moi, c'est Ima Sidoni, je suis doctorante en ethnologie. Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'au niveau des SDF, il y a certains qui ont pu s'insérer, étant donné qu'il y a un personnel médical qui était là? Est-ce qu'il y a certains SDF qui ont pu s'insérer dans la société? Alors, il y a des SDF qui s'en sortent. Hein. Moi, j'ai eu des amis qui étaient des anciens de la rue. En revanche, des SDF qui ont été hébergés au CHAPSA
Donc il y en avait 200 par nuit. J'ai dû rencontrer 900 personnes en gros. Je ne connais pas une seule qui se soit réinsérée. Daniel Terol, qui travaillait sur la rue aussi, avait dit que jusqu'à il y a peu, la seule réinsertion, c'était la mort. Voilà. Donc alors là j'emploie le mot réinsertion, c'est pareil par facilité parce qu'il n'y a pas le temps, mais c'est un terme sur lequel il faudrait revenir aussi. Qu'est-ce que c'est que voilà. Qu'est-ce que c'est que ce terme de réinsertion? C'est rarissime que quelqu'un de vraiment installé. Alors quelqu'un qui a passé 3 mois, 4 mois à la rue, un jeune parce qu'il a fui papa-maman, oui. Mais quelqu'un qui vraiment a tout perdu, c'est très rare. Et par rapport aux chiffres que tu as donnés au début, qui étaient assez les pourcentages, en fonction des différents critères, j'ai pas pensé à les femmes, quel est le pourcentage on va dire, je pas crois seulement dans le CHAPSA, mais dans... 90-10 quoi. Ah ouais, quand même, Ouais. c'est très peu. 10% de femmes. Disons qu'il y a quand même des dispositifs sociaux qui se mettent en marche beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement à partir qu'une femme peut devenir mère. Ouais. Et si elle est enceinte, ça se... Et les pyramides d'âge, vous en avez ou pas? Les pyramides d'âge, écoute, là je les ai pas en tête. La seule statistique d'âge que je peux te donner, c'est la moyenne d'âge de décès à la rue qui est de 46 ans pour l'instant. Merci. Voilà.